Bonjour et bienvenue à ce journal de 7 heures à la une de l'actualité de ce vendredi matin. Des dernières sévères mises en garde lancées contre tous les médias qui travailleraient pour accompagner l'œuvre terroriste. Des fortes mesures seront bientôt mises en place. C'est l'une des décisions prises au cours du dernier conseil de sécurité présidé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Le détail à suivre dans ce journal. Dans l'actualité également, les terroristes des territoires de Massissi et autres localités au Nord Kivu, de nouveau entre les mains de l'armée nationale. En débandade, le rebelle du 1-23 et ses alliés ont pillé le bureau administratif du territoire avant de vider les lieux. Des documents importants ont été emportés. Les images à suivre dans ce journal. Et enfin, Jubin Tiana et tout le monde de musique à BCBG en larmes devant le cercueil de l'un d'entre eux, c'est Mignon Manwata, de Rétois Kinshasa. C'était à l'aéroport international de Njili, le programme complet des obsèques à suivre avec les managers de ces groupes musicaux vers la fin de ce journal. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue sur une régionale à la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis au sommaire des dernières sévères mises en garde lancées contre tous les médias qui travailleraient pour accompagner l'œuvre terroriste. Des fortes mesures seront bientôt mises en place. C'est l'une des décisions prises au cours du dernier Conseil de sécurité présidé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une première pour les nouveaux chefs d'état-major de FARDC. Le compte rendu avec le ministre de Médias et Communications, Patrick Mouyaya. Nous venons de terminer sous la direction du commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie où nous avons essentiellement passé en revue la situation opérationnelle dans toute la République démocratique du Congo, mais spécifiquement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette réunion du Conseil supérieur de la défense était la première avec le nouveau chef d'état-major général qui a eu à la suite du vice-premier ministre, ministre de la Défense, donné les grands axes de sa vision sur ce qui concerne notamment la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo, mais la réponse militaire que nous apportons face à la guerre d'agression qui nous est menée par les Rwandais et ses supplétifs terroristes du M23. Comme vous l'avez suivi à travers les médias ce matin, dans le rapport qui a été fait par le chef d'état-major général, nos troupes ont repris l'initiative et nous ne voulons pas aller dans des annonces, mais vous allez voir que dans le jour qui viennent, la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo va se poursuivre et les pans du territoire qui sont occupés par les forces d'agression seront récupérés. Nous aurons régulièrement l'occasion de vous faire le point de ces progrès. Au-delà de la question opérationnelle qui a été abordée dans toute sa dimension, nous avons aussi abordé les aspects diplomatiques de ces questions où vous avez noté avec nous l'isolation de plus en plus constatée du Rwanda, qui montre que ce n'est pas le pays qui veut la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et de ce point de vue, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a reçu des orientations précises sur ce qui doit être fait à ces niveaux. Dans le même esprit, les aspects judiciaires doivent se poursuivre parce que nous notons, au vu de l'évolution de la situation, des comportements, des attitudes hauts de mots qui sont suspects, qui ne sont pas de nature à renforcer l'unité nationale ou l'union derrière nos forces armées de la République démocratique du Congo. Pour mettre fin à cette situation d'agression, les ministres de la Justice, mais aussi l'auditeur général de forces armées de la République démocratique du Congo, qui participaient à la réunion, vont tous prendre des dispositions à leur niveau pour s'assurer que tout comportement à caractère subversif qui ne rentre pas dans l'objectif premier de la reprise de l'intégrité territoriale de d'autres pays, c'est des comportements qui pourront être sanctionnés. Le même constat a été fait dans la couverture médiatique des événements dans l'Est de la République démocratique du Congo, comme nous avons eu à le relever à travers les mises en garde qui ont été faites. Nous voulons vous dire que des mesures seront prises dans les jours à venir contre tous les médias qui travailleraient dans le sens d'accompagner l'œuvre terroriste qui s'est faite en République démocratique du Congo. Pour l'impératif de la paix, il y a des mesures qui devront être prises absolument pour qu'on s'assure que tous les efforts nationaux qui sont faits pour restaurer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo puissent l'être. Nous avons évidemment eu l'occasion de passer en revue aussi d'autres questions d'importance capitale qui sont traitées au niveau de
de nos différents services pour nous rassurer que toutes les mesures sont prises pour que la paix soit restaurée, que la sécurité règne partout en République démocratique du Congo. Nous allons terminer évidemment par rappeler la mobilisation que le président de la République ne cesse de demander à tous les Congolais autour de forces armées de la République démocratique du Congo, dont il a à nouveau loué la bravoure et les sacrifices. Et donc nous allons réitérer ces demandes pour que toutes les populations congolaises fassent confiance au président de la République, mais aussi aux efforts soutenus du gouvernement dans le cadre des différents fronts militaires, diplomatiques, judiciaires, économiques et médiatiques pour que nous puissions restaurer la paix dans l'est de notre pays une fois pour toutes. Les territoires de Massissi et autres localités au Nord Kivu, de nouveau entre les mains de l'armée nationale indépendante. Le rebelle du M23 et ses alliés ont pillé le bureau administratif du territoire avant de vider les lieux. Des documents importants ont été importés, comme nous dit Joseph Ouskambalkaïch. Voici ce qui reste des bureaux administratifs du territoire de Massissi dans la province du Nord Kivu après la débâcle du M23 et de leurs alliés Rwanda Defense Force RDF. Dans leur débandade face à la puissance de feu des forces armées de la République démocratique du Congo, les éléments du M23 AFC ont pillé les bureaux administratifs du territoire, des documents importants ont été emportés et d'autres saccagés. Les forces armées de la République démocratique du Congo, accompagnées des volontaires patriotes, communément appelés Wazalendo, sont à leur trousse. Le FARDC le poursuivent donc jusque dans leur dernier retranchement. Objectif, libérer toutes les zones conquises par l'ennemi, une façon de répondre au mot d'ordre lancé par le commandant suprême des forces armées de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, déterminé à restaurer la paix dans la partie est de la RDC, confrontée à la guerre d'agression de la part du Rwanda depuis plus de 3 décennies. Une délégation du Fonds national d'appui à l'autonomisation de personnes vivant avec handicap, FONA, au bureau de Barbara Kanam, directrice générale du Fonds de promotion culturelle, elle est allée plaider pour la prise en compte de la donne handicap au sein du FPC. Regardez. C'est sur instruction de la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap, Irani Sambodiata, qui tient au bon fonctionnement du Fonds national d'appui à l'autonomisation et à l'accessibilité des personnes avec handicap en RDC, que Maître Charles Ngoï et Jean-Marie Moutapilé, respectivement chargés de mission principale et adjoints, ont rencontré le directeur général du Fonds de promotion culturelle, Barbara Kanam. Et ce, en vue de partager des expériences, mais également pour la prise en compte de la donne handicap au FPC. Nous sommes en train de voir et étudier dans quelle mesure nous allons nous étendre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et les fonds nationaux d'appui à l'accessibilité et à l'autonomisation des personnes avec handicap, c'est un fonds essentiellement qui vise à réduire les cas de pauvreté chez les personnes vivant avec handicap. Une visite très appréciée par la patronne du FPC qui a promis aux dirigeants du FONA PVH encadrement et accompagnement de siens en vue de matérialiser l'inclusion sociale de PVH, vision novatrice du président de la République dans le secteur du handicap. Auparavant, le chargé de mission des FONA, Charles Ngoï, a échangé avec Boabou Paul Boaz, président de la Fédération des associations des albinos du Congo et coordonnateur de l'association Albinos One of Them, venu solliciter l'accompagnement du FONA dans la production du recueil des textes juridiques, tant nationaux, régionaux et internationaux, qui promeuvent les personnes atteintes d'albinisme. Nous avons autant de résolutions qui sont éparpillées. Alors nous avons voulu les compiler, les faire sous la forme d'un recueil, comme vous le voyez comme ça. Et ce recueil va nous permettre de les multiplier et de sensibiliser. Le chef des missions a apprécié ces projets et a donné des orientations claires et nettes avant l'étape des études. Plusieurs villages de différentes localités dans la province de Haut-Touélé en feu depuis le 4 janvier dernier. À la base, un conflit foncier qui oppose deux communautés de cette province. Inquiet, un groupe des parlementaires est allé à la rencontre du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Men Chabani, pour des solutions urgentes. David Moubenga.
La situation sécuritaire dans la province du Haut-Ouélé, caractérisée par le conflit intercommunautaire, nécessite une solution urgente pour le retour de la paix et le vivre ensemble entre les communautés en conflit, à savoir les villages Sambia de la chefferie Wando dans le territoire de Dungu et celui d'Akoua, chefferie Longo au Gambie dans le territoire de Faradji. Cette question a été portée à la connaissance du vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, ce mercredi 8 janvier 2025 par le caucus des députés nationaux et sénateurs de la province du Haut-Ouélé qui s'inquiètent de la violence causée par ce conflit. C'est depuis le 4 janvier de cette année, samedi, qu'il s'est passé des violences entre deux communautés qui jadis vivaient dans une paix totale. On s'est rendu compte, après cette violence, qu'il y a eu plusieurs décès avec des dégâts matériels importants. Étant donné que la situation était urgente, c'est comme ça que le caucus des députés et sénateurs de la province du Haut-Ouélé est venu rencontrer le vice-premier ministre, le chargé de l'Intérieur, pour lui faire le point sur cette situation qui s'est passée et avoir aussi son avis. Le vice-premier ministre Jacquemain Chabani a aussitôt envisagé des mesures sécuritaires et humanitaires d'urgence pour la population en attendant l'aboutissement de l'enquête sur terrain. C'est aujourd'hui, vendredi 10 janvier, que le président réélu du Venezuela sera investi. Nicolas Maduro va prêter serment devant le parlementaire pour un troisième mandat. La RDC, à travers son premier vice-président du Sénat, va prendre part à cette cérémonie. Sur ces images, nous faisons marche arrière pour vous proposer l'arrivée de José Kalalawa Kalala à Caracas. D'autres précisions avec nos envoyés spéciaux, Anita Luamba et José Dimonekine. C'est à 23h, heure de Caracas, que le jet privé présidentiel atterrit à l'aéroport présidentiel de Venezuela. À son bord, le représentant personnel du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, accueilli par quelques membres du gouvernement, avec en tête Alex Saab, ministre de l'Industrie et du Commerce. José Kalalawa Kalala, premier vice-président du Sénat, vient prendre part à la cérémonie d'investiture du président Maduro, réélu pour un nouveau mandat et qui aura lieu ce vendredi 10 janvier 2024 au Parlement. Porteur d'un message officiel du président Tshisekedi à son homologue vénézuélien, le chef de la diplomatie parlementaire a souligné la volonté de la RDC de renforcer les relations diplomatiques entre Kinshasa et Caracas. La visite de l'envoyé spécial de Félix Tshisekedi marque un pas significatif vers une coopération renforcée et illustre la solidité des liens historiques entre la RDC et le Venezuela. Situation sécuritaire dans l'est de l'RDC, sujet mis sur la table de discussion entre le ministre belge des Affaires étrangères et l'ambassadeur de l'RDC à Bruxelles. Autre sujet évoqué, le renouvellement du mandat de la MONUSCO. Edith Chala nous explique. Cette première rencontre entre l'ambassadeur de la République démocratique du Congo à Bruxelles, le professeur Christian Donga Lankunku, et le nouveau ministre belge des Affaires étrangères, Bernard Quintin, a été l'occasion de faire un tour d'horizon des questions d'intérêt commun ainsi que les perspectives de la coopération bilatérale entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Bernard Quintin a souligné l'importance que la Belgique attache à la République démocratique du Congo au regard des liens qui unissent les deux pays et a rappelé la place qu'occupent les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la Belgique dans le concert des nations. La Belgique reste préoccupée par la dégradation de la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, a déclaré le ministre belge des Affaires étrangères. Aussi, la Belgique appuie-t-elle la déclaration de l'Union européenne qui a exprimé son plein soutien au processus de Luanda et de Nairobi, invitant les différentes parties à la mise en œuvre de tous les engagements pris dans ce cadre. Le chef de la mission diplomatique de la République démocratique du Congo a abordé aussi la question du renouvellement du mandat de la MONUSCO. En prenant acte de cette décision, la RDC déplore toutefois que malgré les conclusions du rapport du groupe d'experts, le Conseil de sécurité n'ait pas eu le courage de nommer le pays voisin qui apporte un soutien opérationnel au M23.
De gros changements à la tête de l'Ordre national des experts comptables ville de Kinshasa. ONEC a désormais un nouveau bureau du Conseil provincial. Les membres de ce nouveau bureau ont été installés hier dans la capitale, comme nous disent Jacques Koméji et Patrick Achala. Une cérémonie sobre mais pleine de significations au siège national de l'Ordre des experts comptables. Le nouveau bureau du Conseil provincial de l'ONEC Kinshasa a pris officiellement ses fonctions. Après la signature, notamment du procès verbal, Benjamin Zaïlou, président sortant, a cédé le bâton de commandement à son successeur, Jean-Marie Ntumba Kabalambi. Benjamin Zaïlou, président sortant, a émis le vœu de voir l'actuel bureau continuer à œuvrer pour l'intérêt suprême de la profession. Le nouveau président de l'ONEC, Jean-Marie Ntumba Kabalambi, promet un avenir radieux pour la profession en général et pour les professionnels des chiffres en particulier. Cette année qui commence, nous allons beaucoup plus insister sur les échanges que nous allons avoir avec l'IFAC pour notre adhésion à l'IFAC en tant que membre associé. Nous allons continuer à travailler sur la certification des états financiers pour que cette réforme puisse être bien maîtrisée par les experts comptables et aussi par les opérateurs économiques ainsi que l'administration fiscale. Après les processus électoraux organisés avec succès et conformément au règlement intérieur tel que modifié à ce jour, le nouveau bureau du Conseil provincial de l'ONEC Kinshasa est constitué en sus du président, du vice-président Dieudonné Mampassi, du rapporteur Adolphe Okende, du rapporteur adjoint Sami Ligbakelo, de la trésorière Jolie Rachel Benga et du trésorier adjoint Cédric Boukassa. Une équipe déterminée à travailler dans une synergie inédite pour le bien de toute la corporation de l'ONEC. 10 jours de plus accordés à tous les candidats intéressés pour arracher le marché des concessions du port sec de Kasumbalesa. Prévu pour aujourd'hui 10 janvier, la date limite de dépôt de demande des préqualifications et ouverture des plis est reportée au 20 janvier de cette année. Report annoncé dans un communiqué de presse. Oulia Tounakov. La direction générale de l'Office de gestion du fret multimodal au GEFREM, sous la houlette du directeur général manager William Kazumba Mayombo, est visiblement très déterminée à matérialiser la vision du chef de l'État relative à la promotion du commerce extérieur et à l'amélioration du climat des affaires par la relance du processus de construction du port sec de l'OGEFREM à Kasumbalesa. Ce qui justifie cette bonne nouvelle pour les candidats intéressés par l'avis de préqualification numéro 001-PPP-OGFREM-12-2024 relatif justement au projet de concession du port sec de Kasumbalesa PSK. La direction générale de l'Office de gestion du fret multimodal au GEFREM, établissement public sous la tutelle du ministère des Transports, Voies des Communications et des Enclavements de la République démocratique du Congo, porte à la connaissance des candidats intéressés par l'avis des préqualifications précitées que la date limite de dépôt des demandes de préqualification et d'ouverture des plis y afférents est reportée au lundi 20 janvier 2025 à 14 h. Et c'est à l'une des adresses ci-après. L'adresse physique est située au siège de la direction générale de l'OGEFREM, au numéro 9 de l'avenue TSF à Kinshasa-Gombe ou par adresse mail ogefrem-portsec-kasumbalesa@gmail.com. Signalons que d'une superficie de plus de 60 hectares, le port sec de Kasumbalesa vise à créer une structure d'accueil moderne et de facilitation aux chargeurs pour les cargaisons en provenance des grands ports en eau profonde de l'Afrique australe. La relance du café et du cacao en RDC, les producteurs et relayeurs dotés de nouvelles connaissances. Ils viennent de suivre une série de formations de plusieurs jours organisées par l'ONAPAC. Les travaux ont été clôturés le mercredi dernier. Yvette Mapuntima. Booster la campagne agricole 2024 et 2025, c'est la raison de la formation de points focaux à l'Office national des produits agricoles au Congo, ONAPAC.
Mercredi 8 janvier 2025, la directrice générale de l'ONAPAC, Mimi Monganumbi, a clôturé cette formation qui a servi de cadre pour doter les producteurs et relayeurs agricoles reconnus comme points focaux des techniques idoines afin d'organiser la relance agricole et s'inscrire dans la grande dynamique de la revanche du sol sur les sous-sols prônée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est une approche de communication que nous sommes en train d'installer. Parce que vous, le point focaux, vous êtes les ambassadeurs de l'ONAPAC désormais. Voilà pourquoi on vous a demandé de mettre à notre disposition des espaces dans vos plantations pour la création des germons pépinières de l'ONAPAC, où nous allons expérimenter toutes les spéculations de l'ONAPAC. Voilà pourquoi on vous a demandé aussi d'installer des grands panneaux bien visibles pour communiquer que c'est l'ONAPAC qui supervise vos espaces. Les produits pérennes sont des produits de souveraineté, donc ce sont des produits qui concernent tous les Congolais. Quand vous vous lancez dans les produits pérennes, soyez déjà heureux parce que vous êtes en train de vous créer une classe de richesse. Ce sont des produits de prospérité. Et quand vous vulgarisez, continuez avec ce concept de prospérité parce que c'est vérifiable. La remise des certificats aux 27 participants venus des 4 coins du pays a clôturé cette cérémonie. 7 mois déjà depuis que le nouvel ambassadeur de la Guinée a été accrédité sur le sol congolais. En cette période de début d'année, Kamara Sekou a réuni toute la diaspora guinéenne vivant à Kinshasa pour une brève cérémonie d'échange des vœux. Mamita Bangoulou était sur place. Des allocutions ont ponctué cette cérémonie placée sous le signe de la coopération multilatérale et la fraternité du Conseil guinéen de l'étranger en République démocratique du Congo, puis celle de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire conformément aux usages protocolaires. Dans son allocution, l'ambassadeur Kamara Sekou de Guinée, qui a totalisé 7 mois en RDC depuis son accréditation, a adressé de vœux de santé, de bonheur et de prospérité à la communauté guinéenne vivant en RDC, au gouvernement et au peuple congolais, ainsi qu'à d'autres convives. Que cette nouvelle année soit le vecteur de la solidarité et celui de la cohésion sociale. La RDC et la Guinée sont des pays amis de longue date. Parmi des milliers de Guinéens nommant dans cette haute fonction d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire pour venir promouvoir les relations fraternelles, d'amitié et de coopération entre la Guinée et la République démocratique du Congo, d'une part, et d'autre part, protéger, apporter toute assistance nécessaire à mes compatriotes qui en ont besoin depuis plusieurs années. Je suis très heureux. Par ailleurs, le conseiller guinéen Fofana Salimadi a évoqué le respect mutuel entre tous les Guinéens vivant en RDC et le pardon pour tous. Le vœu de 2025, que ce soit une année de paix, de respect, de concorde entre tous les Guinéens. L'ambassadeur de Guinée a salué les efforts de la RDC pour maintenir et entretenir les liens d'amitié et de coopération avec ses partenaires étrangers par le biais de ses nombreuses visites d'État et de travail. Plusieurs bâtiments et espaces spoliés du ministère des Affaires sociales à Bukavu dans la province du Sud Kivu remis à l'État congolais. La ministre des tutelles Aziza Mounana a reçu les clés de tous ces bâtiments de main du gouverneur de la province, Edi Tchalakatala. Après l'identification des biens spoliés appartenant au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale au Sud Kivu, par la commission mise en place par la ministre des tutelles, l'heure est à l'inspection des lieux. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale en mission à Bukavu, accompagnée du gouverneur de province, le professeur Porossi, a inspecté le site de Ngouba, université de Bukavu dans la commune d'Imbanda, une concession spoliée depuis 1991 qui accueillait et orientait les jeunes dans différentes filières de formation. Et vraiment le génie de son excellence, Madame la ministre des tutelles, Madame Aziza Mounana, pour son activisme, sa combativité et sa détermination à vouloir toujours aider et servir les vulnérables. Et donc je suis heureux de lui remettre ces clés à titre symbolique. Cette inspection de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale l'a ensuite conduit à l'Institut national de travail social dans la commune de Kadoutou, où il y avait
un centre de promotion sociale pilote, aujourd'hui confronté à une spoliation. Un troisième site, celui des centres de formation professionnelle officielle de Baguira 1. Le quatrième, le centre de promotion sociale de Baguira 2. Et le site de la Botte, où se situe la division provinciale des affaires sociales, qui connaît un morcellement illégal. Le sixième site enfin, celui de la Fontaine. 4 immeubles y sont construits par des spoliateurs sans aucun gêne. Tous les immeubles spoliés seront récupérés par l'État congolais, réhabilités et mis en service au profit des besoins sociaux et humanitaires de la communauté. Des bêches, des brouettes, des râteaux et autres équipements remis aux jeunes de l'espace Grand Kasaï pour les travaux de cantonnage manuel de la route Kananga-Dibaya. Ces travaux vont durer 6 mois et ont été en présence de quelques chefs coutumiers. Cédric Hénina. L'on débroussaille, l'on trace un chemin à force de bras. Kananga-Dibaya, les trafics va s'intensifier une fois que le cantonnage manuel arrive à terme. Brèches, brouettes, râteaux ainsi que d'autres équipements ont été remis aux jeunes retenus pour ces travaux sous la supervision des chefs de groupement. Déjà dans la pratique, 8 km des routes s'avèrent déjà carrossables. Une initiative de la Fondation chrétienne Barnabé Mouakadi, dont le suivi est assuré par Génie Kandé, président de la force du génie congolais Fojeka, qu'on appelle également l'œil de Félix-Antoine Tshisekedi. En allant de l'hôpital Tsikaji jusqu'à Dibaya territoire, nous avons recruté les jeunes et maintenant au travail manuellement jusqu'à ce que nous allons terminer. 30 km de la dite route ont été stabilisés jusqu'à atteindre les villages en Kadi. Cette action communautaire vient en appui au programme de développement local des 145 territoires dans son volet infrastructure routière. L'objectif final est d'atteindre Kabea-Kamwanga. Pour un Congo retrouvé, continuant les changements, c'est l'intitulé du nouvel ouvrage du président du regroupement politique, les Centres Germain Kambinga. Dans cet ouvrage, l'auteur relate en majorité l'histoire de l'accession de Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de l'RDC. Regardons. À part rassurant sur la marche de ses escaliers, Germain Kambinga va à la rencontre de la presse. Il est venu présenter son tout nouvel ouvrage intitulé « Pour un Congo retrouvé, continuant le changement ». Cet essai littéraire de 132 pages, réparti en 10 chapitres, retrace en grande partie l'accession de Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de la RDC et aussi toutes les grandes réformes entreprises pour la bonne gestion du pays. Le président de la République, dans son modèle de gouvernance, si vous êtes de fins analyses, vous voyez bien qu'il est en train de passer le relais entre sa génération politique et la nouvelle, qui est constituée de cette tranche d'acteurs politiques que vous voyez au sommet de l'État. Ils ont entre 30 et 55 ans. Pour cet ancien membre du gouvernement, les élections de 2023 demeurent le meilleur de toutes les échéances organisées par la République démocratique du Congo. Moi, je reste convaincu que le président de la République a effectivement gagné les élections de 2023. Je l'explique dans les 2 premiers chapitres. J'explique pourquoi cette controverse de départ a handicapé l'efficacité les 2 premières années de l'alternance démocratique. Un ouvrage qui fait déjà débat à l'heure actuelle où les sujets sur le changement de la Constitution fait encore polémique. Pour l'auteur, il dit soutenir l'initiative du chef de l'État sur la révision constitutionnelle, une position inscrite en gras dans l'une des pages de cette œuvre littéraire. Allez, j'en rêvais sur ce que je disais au sommaire. Jibem Piana et tous les Wenge Musica BCBG en larmes devant le cercueil de l'un d'entre eux, c'est Guy Mignon de retour à Kinshasa. C'était hier à l'aéroport international de Njili. Les managers de ces groupes musicaux de passagers sur nos antennes a donné tous les programmes des obsèques. On écoute Coco Rubenga. Je crois que, comme vous avez remarqué, comme vous avez constaté, le corps est effectivement arrivé depuis hier minuit à Kinshasa et est conservé à la morgue du 51. Il faut retenir que Sédan Mignon fut l'un des généraux le plus loyal et le plus fidèle de Jibem Piana et Wenge Musica. Ici, je peux le dire sans avoir peur d'être contredit que Sédan fut un jeune homme très poli, humble, jovial, avec un goût très prononcé de la vie,
et surtout sociable, parce qu'il savait vivre avec les gens et surtout sa famille. Et aujourd'hui, vous avez pu voir à quel point lui-même, le président du groupe JB, a été décontenancé par cette nouvelle. Et de ce fait, il avait pris déjà dès le départ lui-même la décision d'accompagner ses gants depuis son hôpital jusqu'à ce que cette tragédie puisse nous frapper. Et c'est très très rare de nos jours de voir le président du groupe ou des orchestres faire ce que JB a fait, parce qu'il a soutenu son chef d'orchestre jusqu'à la fin. Et franchement, je trouve ça très noble et bravo. Demain, il y aura la grande veillée mortuaire à Ave Maria, à côté de l'hôpital du Cinquantenaire, donc de 18h à l'aube. Et de 22h à 1h du matin, il y aura toute la famille musicale congolaise qui fera un hommage à ces deux mignons. Donc, et il faut retenir ici que nous ne presterons que les groupes qui vont s'inscrire. Alors pour s'inscrire, on va vous donner deux numéros. Il y a le premier numéro, c'est le 0999 76 45 30. Et le deuxième numéro, c'est les 084 12 99 99 2. Quelles que furent les raisons de la mort de ces deux mignons, il restera gravé à jamais dans nos cœurs. Et je tiens à préciser une chose. Tous les soins médicaux et les obsèques de ces deux mignons ont été totalement financés et payés par son président, par chéri JB Mpiada. Alors, pas d'amalgame là-dessus. Et pour finir, l'Office national de pêche et aquaculture, bientôt doté d'un bateau de pêche. Le gouvernement congolais a été instruit lors du dernier conseil de ministres pour un décaissement rapide des fonds. La nouvelle réjouit le directeur général de l'ONPA qui a aussi remercié le chef de l'État pour ses dons. Marie-Chimène Kamouka. Le soutien financier et la dotation des bateaux de pêche accordés à l'ONPA, l'Office national de pêche et aquaculture, par le chef de l'État, le Conseil des ministres du 27 décembre 2024 à Mbujimaï, instruisant les ministres des Finances et du Budget à décaisser des fonds en faveur de cette structure d'encadrement des pêcheurs, est prévu pour avoir un impact direct sur le développement du secteur de la pêche. Le directeur général de l'ONPA a souligné l'importance de l'instruction donnée par le chef de l'État au ministre des Finances et du Budget. Dotation, le chef de l'État a vraiment répondu à notre demande. Nous voulons, aussitôt reçu cette dotation, procéder par l'installation officielle. Après cette installation officielle, nous allons commencer les travaux d'identifier les pêcheurs, de les former d'après la vision éthique du chef de l'État, de les doter en étranger équipement de pêche et de commencer à produire, ramasser cette production par les bateaux de pêche. C'est le travail que ces bateaux, ces engins vont faire. Nous les conservons dans ces bateaux, il y aura des chambres froides. Nous les transformons en poissons salés, poissons fumés dans ces bateaux et après nous commercialisons en utilisant les mêmes bateaux. Ce geste témoigne de la volonté du chef de l'État et du gouvernement de promouvoir un secteur de la pêche dynamique et durable, essentiel pour le bien-être des communautés locales et pour l'économie du pays. Les prochaines étapes seront cruciales pour transformer cet engagement en résultats concrets sur le terrain. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Guy Matundu, réalisé par Peshomo Bengaya Kasongo, Mamita Bangoulou. La partie technique a été assurée par Eric Djoké, Alain Sodi, Émile Zola, Henri Alimassi. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 13h30 Yvette Makountima. Très bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.